Une partie des rayons plaqués contre les murs de son cabinet, orange et bleu, était exclusivement couverte par des ouvrages latins, parce que les intelligences qu'ont domestiquées les déplorables leçons ressassées dans les Sorbonnes désignent sous ce nom générique la décadence. En effet, la langue latine, telle qu'elle fut pratiquée à cette époque, que les professeurs s'obstinent encore à appeler le grand siècle, ne l'incitait guère. Cette langue restreinte aux tournures comptées presque invariables, sans souplesse de syntaxe, sans couleur ni nuance, cette langue raclée sur toutes les coutures et mondée des expressions rocailleuses, mais parfois imagées des âges précédents, pouvait, à la rigueur, énoncer les majestueuses rengaines, les vagues lieux communs rabâchés par les rhéteurs et par les poètes, mais elle dégageait une telle incuriosité, un tel ennui qu'il fallait, dans les études de linguistique, arriver au style français du siècle de Louis XIV pour en rencontrer une aussi volontairement débilitée, aussi solennellement harassante et grise. Entre autres, le doux Virgile, celui que les pions surnomment le cygne de Mantoue, sans doute parce qu'il n'est pas né dans cette ville, lui apparaissait, ainsi que l'un des plus terribles cuistres, l'un des plus sinistres raseurs que l'Antiquité ait jamais produit. Ses bergers lavés et pomponnés se déchargeant à tour de rôle sur la tête de plein pot de vers sentencieux et glacés, son Orphée qu'il compare à un rossignol en larmes, son Aristée qui pleurniche à propos d'abeilles, son aîné, ce personnage indécis et fluent qui se promène, pareil à une ombre chinoise avec des gestes en bois, derrière le transparent mal assujetti et mal huilé du poème, l'exaspérait. Il eût bien accepté les fastidieuses balivernes que ces marionnettes échangent entre elles à la cantonade. Il eût accepté encore les impudents emprunts faits à Homère, à Théocrite, à Ennius, à Lucrèce, le simple vol que nous a révélé Macrobe du deuxième chant de l'Énéide, presque copié mot pour mot dans un poème de Pisandre, enfin toute l'inénarrable vacuité de ce tas de chants. Mais ce qui l'horripilait davantage, c'était la facture de ces hexamètres, sonnant le fer blanc, le bidon creux, allongeant leur quantité de mots pesés au litre selon l'immuable ordonnance d'une prosodie pédante et sèche. C'était la contexture de ces vers râpeux et gourmets, dans leur tenue officielle, dans leur basse révérence à la grammaire, de ces vers coupés à la mécanique par une imperturbable césure, tamponnée en queue, toujours de la même façon, par le choc d'un dactyle contre un spondé. Empruntés à la forge perfectionnée de Catulle, cette invariable métrique sans fantaisie, sans pitié, bourrée de mots inutiles, de remplissage, de chevilles aux boucles identiques et prévues, cette misère de l'épithète homérique revenant sans cesse pour ne rien désigner, pour ne rien faire voir, tout cet indigent vocabulaire, aux teintes insonores et plates, le suppliciait. Il est juste d'ajouter que si son admiration pour Virgile était des plus modérées, et que si son attirance pour les claires éjections d'Ovide était des plus discrètes et des plus sourdes, son dégoût pour les grasses éléphantines d'Horace, pour le babillage de ce désespérant pâteau qui minaude avec des gaudrioles plâtrées de vieux clowns, était sans bornes. En prose, la langue verbeuse, les métaphores redondantes, les digressions amphigoriques du pois chiche ne le ravissaient pas davantage. La jactance de ses apostrophes, le flux de ses rengaines patriotiques, l'emphase de ses harangues, la pesante masse de son style charnu, nourri mais tourné à la graisse et privé de moelle et d'os, les insupportables scories de ses longs adverbes ouvrant la phrase, les inaltérables formules de ses adipeuses périodes mal liées entre elles par le fil des conjonctions, enfin ses lassantes habitudes de tautologie ne le séduisaient guère, et, pas beaucoup plus que Cicéron, César, réputé pour son laconisme, ne l'enthousiasmait, car l'excès contraire se montrait alors une aridité de pète sec, une stérilité de mémento, une constipation incroyable et indue. Somme toute, il ne trouvait pâture ni parmi ses écrivains, ni parmi ceux qui font cependant les délices des faux lettrés, Salluste, moins décoloré que les autres pourtant, tite-live sentimental et pompeux, Sénèque turgide et blafard, suétonne, lymphatique et larveux, Tacite, le plus nerveux dans sa concision apprêtée, le plus âpre, le plus musclé de tous. En poésie, Juvénal, malgré quelques vers durement bottés, Perse, malgré ses insinuations mystérieuses, le laissait froid. En négligeant Tibulle et Properce, Quintilien et les Plines, Stas Martial de Bilbilis, Terence et même Plaute, dont le jargon plein de néologismes, de mots composés, de diminutifs pouvait lui plaire, mais dont le bas comique et le gros sel lui répugnaient. Des Esseintes commençaient seulement à s'intéresser à la langue latine avec Lucin, car elle était élargie, déjà plus expressive et moins chagrine.
Cette armature travaillée, ces vers plaqués des mots pavés de joaillerie le captivaient, mais cette préoccupation exclusive de la forme, ces sonorités de timbre, ces éclats de métal ne lui masquaient pas entièrement le vide de la pensée et la boursouflure de ces ampoules qui bossuent la peau de la farsale. L'auteur qu'il aimait vraiment et qui lui faisait reléguer pour jamais hors de ses lectures les retentissantes adresses de Lucin, c'était Pétrone. Celui-là était un observateur perspicace, un délicat analyste, un merveilleux peintre. Tranquillement, sans parti pris, sans haine, il décrivait la vie journalière de Rome, racontait dans les alertes petits chapitres du Satyricon les mœurs de son époque. Notant à mesure les faits, les constatant dans une forme définitive, il déroulait la menue existence du peuple, ses épisodes, ses bestialités, ses rutes. Ici, c'est l'inspecteur des garnis qui vient demander le nom des voyageurs récemment entrés. Là, ce sont des lupanards où les gens rôdent autour des femmes nues, debout entre des écriteaux, tandis que par les portes mal fermées des chambres, l'on entrevoit les ébats des couples. Là encore, au travers des villas d'un luxe insolent, d'une démence de richesse et de faste, comme au travers des pauvres auberges qui se succèdent dans le livre, avec leurs lits de sangles défaits, pleins de punaises, la société du temps s'agite. Un pur filou, tel qu'Assilte et Eumolpe, à la recherche d'une bonne aubaine, vieux incubes aux robes retroussées, aux joues plâtrées de blanc, de plomb et de rouge acacia, gitons de 16 ans, dodus et frisés, femmes en proie aux attaques de l'hystérie, couveurs d'héritage offrant leurs garçons et leurs filles aux débauches des testateurs. Tous courent le long des pages, discutent dans les rues, s'attouchent, dans les bains se rouent de coups, ainsi que dans une pantomime. Et cela raconté dans un style d'une verdeur étrange, d'une couleur précise, dans un style puisant à tous les dialectes, empruntant des expressions à toutes les langues charriées dans Rome, reculant toutes les limites, toutes les entraves du soi-disant grand siècle, faisant parler à chacun son idiome. Aux affranchis sans éducation, le latin populacier, l'argot de la rue aux étranges, leur patois barbare, matinée d'Africains, de Syriens et de Grecs, aux pédants imbéciles, comme l'Agamemnon du livre, une rhétorique de mots postiches. Ces gens sont dessinés d'un trait vautré autour d'une table, échangeant d'insipides propos d'ivrognes, débitant de séniles maximes, d'ineptes dictons. Le mufle tourné vers le trimalchio qui se cure les dents, offre des pots de chambre à la société. L'entretien de la santé de ses entrailles et vante, en invitant ses convives à se mettre à l'aise. Ce roman réaliste, cette tranche découpée dans le vif de la vie romaine, sans préoccupation, quoi qu'on en puisse dire, de réforme et de satire, sans besoin de fin à prêter et de morale, cette histoire, sans intrigue, sans action, mettait en scène les aventures du gibier de Sodome, analysant avec une placide finesse les joies et les douleurs de ses amours et de ses couples, dépeignant en une langue splendidement orfévrie, sans que l'auteur se montre une seule fois, sans qu'il se livre à aucun commentaire, sans qu'il approuve ou maudisse les actes et les pensées de ses personnages, les vices d'une civilisation décrépite, d'un empire qui se fait le poignet des esseintes, et il entrevoyait dans le raffinement du style, dans l'acuité de l'observation, dans la fermeté de la méthode, de singuliers rapprochements, de curieuses analogies avec les quelques romans français modernes qu'il supportait. À coup sûr, il regrettait amèrement l'Eustion et l'Albutia, ces deux ouvrages de Pétrone que mentionnaient Planciade, Fulgence, et qui sont à jamais perdus, mais le bibliophile qui était en lui consolait le lettré, maniait avec des mains dévotes la superbe édition qu'il possédait du Satyricon, ligne 8 portant le millésime 1585 et le nom de J. Douza à l'aide. Parti de Pétrone, sa collection latine entrait dans le 2e siècle de l'ère chrétienne, sautait le déclamateur Fronton, aux termes surannés, mal réparés, mal revernis, enjambait les nuits attiques, Doluguel, son disciple et ami, un esprit sagace et furteur, mais un écrivain empêtré dans une glutineuse vase, et elle faisait halte devant Apulée, dont il gardait l'édition Princeps in folio, imprimée en 1469 à Rome. Cet Africain le réjouissait. La langue latine battait le plein dans ses métamorphoses, elle roulait des limons, des eaux variées, accourue de toutes les provinces, et toutes se mêlaient, se confondaient en une teinte bizarre, exotique, presque neuve. Des maniérismes, des détails nouveaux de la société latine trouvaient à se mouler en des néologismes créés pour les besoins de la conversation, dans un coin romain de l'Afrique, puis sa jovialité d'homme évidemment gras, son exubérance méridionale amusait. Il apparaissait ainsi qu'un salace et gai compère à côté des apologistes chrétiens qui vivaient au même siècle le soporifique Minucius Félix, un pseudo-classique, écoulant dans son Octavius les émulsines encore épaissis de Cicéron,
voire même de Tertullien qu'il conservait peut-être plus pour son édition de Halde que pour son œuvre même. Bien qu'il fût assez ferré sur la théologie, les disputes des montanistes contre l'Église catholique, les polémiques contre la gnose le laissaient froid. Aussi, et malgré la curiosité du style de Tertullien, un style concis, plein d'amphibologie, reposé sur des participes, heurté par des oppositions, hérissé de jeux de mots et de pointes, bariolé de vocables, triés dans la science juridique et dans la langue des pères de l'Église grecque. Il n'ouvrait plus guère l'apologétique et le traité de la patience, et, tout au plus, lisait-il quelques pages du De Cultu Feminarum, où Tertullien objurgue les femmes de ne pas se parer de bijoux et d'étoffes précieuses, et leur défend l'usage des cosmétiques, parce qu'ils essayent de corriger la nature et de l'embellir. Ces idées diamétralement opposées aux siennes le faisaient sourire, puis le rôle joué par Tertullien dans son évêché de Carthage lui semblait suggestif en rêverie douce. Plus que ses œuvres, en réalité l'homme l'attirait. Il avait en effet vécu dans des temps houleux, secoué par d'affreux troubles sous Caracalla, sous Macrin, sous l'étonnant grand-père d'Émès et la Gabale, et il préparait tranquillement ses sermons, ses écrits dogmatiques, ses plaidoyers, ses homélies, pendant que l'Empire romain branlait sur ses bases, que les folies de l'Asie, que les ordures du paganisme coulaient à plein bord. Il recommandait, avec le plus beau sang-froid, l'abstinence charnelle, la frugalité des repas, la sobriété de la toilette, alors que, marchant dans de la poudre d'argent et du sable d'or, la tête ceinte d'une tiare, les vêtements brochés de pierreries et la Gabale travaillait au milieu de ses eunuques à des ouvrages de femmes, se faisait appeler impératrice et changeait, toutes les nuits d'empereur, les lisant de préférence parmi les barbiers, les gâtes de sauce et les cochers de cirque. Cette antithèse le ravissait, puis la langue latine, arrivée à sa maturité suprême sous Pétrone, allait commencer à se dissoudre. La littérature chrétienne prenait place, apportant des idées neuves, apportant avec des idées neuves des mots nouveaux, des constructions inemployées, des verbes inconnus, des adjectifs au sens alambiqué, des mots abstraits, rares jusqu'alors dans la langue romaine et dont Tertullien avait, l'un des premiers, adopté l'usage. Seulement cette déliquescence continuait après la mort de Tertullien par son élève Saint Cyprien, par Arnobe, par le pâteux Lactance, était sans attrait. C'était un faisandage incomplet et alenti. C'était de gauche retour aux emphases cicéroniennes, n'ayant pas encore ce fumet spécial qu'au IVe siècle, et surtout pendant les siècles qui vont suivre, l'odeur du christianisme donnera à la langue païenne, décomposée comme une venaison, s'émiettant en même temps que s'effritera la civilisation du vieux monde, en même temps que s'écrouleront, sous la poussée des barbares, les empires putréfiés par la sanie des siècles.